Bonjour mes chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte ou s'inscrit dans le cadre des fondements théoriques des échanges internationaux. Nous avons déjà traité le protectionnisme, ses fondements théoriques, ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, on va essayer de voir le libre-échange. Voici les premiers théoriciens du libre-échange. Il s'agit d'Adam Smith, de David Ricardo, de John Stuart Mill. Les justifications théoriques du libre-échange. La justification politique. Le commerce qui porte naturellement à la paix est conçu comme un moyen de prospérité universelle, énoncé par Montesquieu. La justification économique, l'échange est avantageux à tous grâce à la division internationale du travail. Le libre-échange est un facteur de croissance et de développement pour toutes les nations. La justification monétaire, l'État ne doit pas intervenir pour entraver la liberté des échanges entre les pays, car la balance des paiements se rééquilibre d'elle-même. Les premières ébauches du libre-échange se trouvent dans la pensée d'Adam Smith. Ce dernier, qui applique le principe de la division du travail aux relations internationales, et qui a montré que l'intérêt de chaque pays est de se spécialiser dans la production où il est le plus compétitif. Il doit produire et exporter tout produit ayant un coût de production plus faible qu'à l'étranger et inversement importer tout produit ayant un coût de production plus faible à l'étranger. La théorie de David Ricardo, qui a utilisé les coûts relatifs, a essayé de démontrer que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production où il a non pas un avantage absolu, mais l'avantage relatif le plus grand. Un pays doit importer les produits qu'il pourrait fabriquer éventuellement à un coût moindre qu'à l'étranger si son efficacité dans la production d'autres biens exportables est relativement plus grande. Pour illustrer son théorème, sa théorie, Ricardo prend pour exemple la comparaison entre le vin portugais et le drap anglais dont les coûts sont évalués en valeur travail. Par exemple, avec le même salaire, on peut produire en Angleterre 5 mètres de drap et 1 hectolitre de vin. Au Portugal, avec le même salaire, on peut produire 10 mètres de drap et 3 hectolitres de vin. En utilisant les prix relatifs, 1 mètre de drap est égal à 0,2 hectolitres de vin en Angleterre. 1 hectolitre de vin en Angleterre coûte 5 mètres de drap. Au Portugal, par contre, 1 mètre de drap égale 0,33 hectolitres de vin et 1 hectolitre de vin égale 3,33 mètres de drap. Supposons qu'une entreprise anglaise désire acheter 20 hectolitres de vin. S'il veut les acheter en Angleterre, il va débourser 100 mètres de drap pour obtenir 20 hectolitres de vin. Au Portugal, il va débourser seulement 67 mètres de drap pour obtenir les 20 hectolitres de vin. Cette entreprise aura donc intérêt à s'adresser au Portugal pour importer le vin. Maintenant, si une entreprise portugaise désire acheter 50 mètres de drap, au Portugal, il va payer 17 hectolitres contre 50 mètres de drap. Et en Angleterre, pour acheter les 50 mètres, il peut
payer 10 hectolitres seulement. Cette entreprise aura donc intérêt à s'adresser à l'Angleterre pour importer le drap. Conclusion, selon Adam Smith, qui raisonne en termes de coût absolu, le Portugal doit produire et exporter à la fois les deux produits, pour lesquels il aura un avantage absolu, et l'Angleterre doit importer les deux biens. David Ricardo, par contre, qui raisonne en termes de coût relatif, l'Angleterre doit se spécialiser dans la production du drap et le Portugal dans la production du vin. Il n'y a pas que les deux grands économistes classiques qui ont élaboré des théories en faveur du libre-échange, il y a aussi la théorie néoclassique de la dotation en facteurs, élaborée par Ikshel-Ollin et Samuelson. Selon ce théorème indique plutôt que l'échange international s'explique à partir de l'abondance ou de la rareté relative des facteurs de production dont sont dotés les pays. Un pays a intérêt à se spécialiser dans la production pour lesquelles il possède le plus grand nombre de facteurs de production ou les facteurs de production les plus productifs. Un pays fortement doté de main-d'œuvre doit se spécialiser dans la production qui exige plus de main-d'œuvre et peu de capital. Les pays qui ont des techniques de production plus capitalistiques peuvent se spécialiser dans la production des biens qui utilisent plus de capital et peu de travail. L'échange international est ainsi un échange de facteurs abondants contre des facteurs rares, qui de plus remplacent l'immobilité des facteurs par la mobilité des produits. Quels sont les effets de cette spécialisation? Les effets de cette spécialisation sont une égalisation internationale des prix des biens, une égalisation des rémunérations des facteurs de production de nation à nation et une allocation intersectorielle optimale de ceux-ci à l'échelle mondiale. Mais il est nécessaire pour que ce schéma théorique soit valide que les conditions de la concurrence pure et parfaite soient réunies sur le marché international. Il faut qu'il y ait des facteurs de production homogènes, des techniques de production identiques, une concurrence parfaite, une mobilité totale des produits, etc. Après avoir traité brièvement les fondements théoriques du libre-échange, on peut maintenant passer à l'appréciation du libre-échange selon ses partisans et ses pourfendeurs. Les avantages du libre-échange. Le libre-échange permet aux entreprises de vendre davantage, car il entraîne un élargissement du marché, et donc produire plus et de profiter d'économies d'échelle. L'ouverture des frontières au commerce international permet aux entreprises de trouver de nouveaux clients sur les marchés extérieurs. Si c'est le cas, les entreprises, pour vendre plus, devront également produire plus. Cette augmentation de la production entraîne dans beaucoup de secteurs, et notamment les secteurs industriels, la réalisation d'économies d'échelle et donc la baisse des coûts de production. Ces économies d'échelle s'expliquent notamment de deux manières. D'abord, les investissements coûteux en capital et qui sont source de coûts fixes sont plus largement utilisés, d'où une baisse des coûts moyens unitaires. Les coûts fixes restent fixes, mais sont répartis sur une plus grande quantité. Ensuite, en produisant en grande série, on observe des effets d'apprentissage et la productivité s'accroît en général. La baisse des prix liée aux économies d'échelle augmente le pouvoir d'achat des consommateurs,
ce qui accroît à nouveau la taille des marchés. La réduction des coûts de production dans les entreprises grâce aux économies d'échelle permet la baisse des prix de vente des biens et services. Le pouvoir d'achat des consommateurs augmente donc et ils peuvent acheter une plus grande quantité de biens et services. Cette demande accrue impose d'augmenter l'offre, c'est-à-dire la production, ce qui renforce encore les économies d'échelle et la baisse possible des prix de production. On a donc un cercle vertueux qui s'enclenche entre le commerce international et la croissance économique. Pour schématiser les avantages déjà cités, on peut élaborer le schéma suivant. Le libre-échange, qui signifie la suppression ou la réduction des barrières douanières, entraîne une baisse, un élargissement des marchés, qui à son tour entraîne une augmentation de la production, qui permet aux entreprises de profiter des économies d'échelle. Ces économies d'échelle qui entraînent une baisse des coûts de production. La baisse des coûts de production va entraîner, elle aussi, une baisse des prix de vente et par la suite une augmentation du pouvoir d'achat qui entraîne une augmentation de la demande. L'augmentation de la demande va entraîner une augmentation de l'offre et par la suite de la production et on entre dans le cadre d'un cercle vertueux du commerce qui traduit la relation entre le commerce international et ou les effets du commerce international sur la croissance économique. Le libre-échange, qui signifie la suppression des droits de douane, entraîne aussi une baisse des biens de consommation importés et une baisse des prix des intrants importés, les matières premières, l'énergie, les biens d'équipement, les demi-produits, etc. La baisse des biens de consommation entraîne une amélioration du pouvoir d'achat des ménages, qui entraîne une augmentation des salaires réels, d'une part. La baisse des prix des intrants importés entraîne une baisse des coûts de production, d'autre part, qui vont entraîner donc une amélioration de la compétitivité de l'économie nationale. Cette amélioration de la compétitivité qui va entraîner une augmentation des exportations et une diminution des importations qui aura pour effet une amélioration du solde de la balance commerciale. Mais le libre-échange peut avoir aussi des inconvénients. Car l'amélioration de la compétitivité des produits étrangers à la suite de la suppression des barrières douanières, amélioration de la compétitivité des produits étrangers sur le marché national entraîne une baisse de la demande sur les produits locaux qui entraîne une baisse de la production. D'un autre côté, l'amélioration de la compétitivité des produits étrangers sur le marché national risque d'entraîner la destruction des entreprises naissantes, la baisse de la production à la suite d'une baisse de la demande sur les produits locaux, conjuguée à la destruction des entreprises naissantes, risque d'entraîner une baisse de l'investissement et de l'emploi, et donc une augmentation du chômage. La baisse de la production, de l'investissement, de l'emploi entraîne ou risque d'entraîner un ralentissement de la croissance. D'un autre côté, l'amélioration de la compétitivité des produits étrangers sur le marché national peut entraîner une augmentation des importations et une diminution des exportations, d'où une détérioration du solde commercial qui risque aussi ou qui peut contribuer à la baisse du taux de croissance de la richesse nationale. Voilà donc ce que nous pouvons dire brièvement sur les fondements théoriques du libre-échange
ses avantages et ses inconvénients. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine leçon.